Bonjour à tous. Pour ce sixième webinaire éducationnel en oncologie intégrative, je vous remercie pour votre fidélité. Ce webinaire est organisé par Oncia Community. Oncia Community est une fondation contre le cancer qui supporte les patients et leurs proches tout au long de leur parcours cancer. Alors, notre objectif est de sensibiliser aux bienfaits de l'oncologie intégrative et de supporter la croissance des centres de santé de par le monde. Alors aujourd'hui, on est très fiers et honorés d'accueillir le docteur Alain Toledano. Bonjour docteur. Le docteur Toledano est président et cofondateur de l'Institut Raphaël à Paris, associé à la clinique Hartmann. L'Institut Raphaël est un centre d'excellence, un centre de référence européen. Et le docteur Toledano est ici, je dirais, un pionnier engagé et un moteur de changement dans le domaine de l'oncologie intégrative. Il va nous partager sa vision, ses travaux et les applications au niveau pratique dans l'Institut Raphaël. Alors, avant de commencer, avant de vous laisser la parole, je voudrais commencer par des informations pratiques. Le webinaire va durer 1 heure. Il sera suivi par des questions-réponses afin qu'on puisse favoriser les échanges. Si vous avez des questions, je vous prierai d'utiliser le bouton Q&A en dessous de votre écran et pas le bouton chat qui est désactivé. La version est enregistrée. Vous pourrez avoir une version sur notre site internet ensuite. Vous aurez sûrement remarqué que le webinaire est en français. C'était pour répondre à une attente de notre large communauté francophone. Et donc voilà pour les informations pratiques. Je laisse maintenant la parole au docteur Toledano et qui va vous présenter son expérience en oncologie intégrative. Merci à vous. Je voudrais remercier particulièrement Oncia Community pour son action de promotion de la santé intégrative et nous permettre de nous rassembler autour de ces échanges. C'est précieux parce que le début de la transformation, il est avant tout culturel et c'est ce qu'on va essayer d'explorer ensemble. Raphaël, c'est l'ange de la guérison. C'est pour ça qu'on l'a nommé Institut Raphaël. Alors on va en parler, mais l'Institut Raphaël n'est qu'un laboratoire finalement d'un mouvement qui nous anime tous, celui de l'oncologie intégrative, de la santé intégrative. Juste pour rappeler qu'au début, du siècle précédent, on rêvait de vivre longtemps. Vous savez que 3 des 5 enfants de Louis Pasteur n'ont pas atteint l'âge adulte et qu'un des 6 enfants légitimes de Louis XIV a atteint l'âge adulte. Avant, on rêvait d'une vie qui se prolonge. La vie, c'était une maladie chronique. On a un rapport tout autre maintenant à la maladie chronique. 24 millions de Français souffrent de maladies chroniques. Eux et leurs aidants souffrent. On a près d'une personne sur 3. Et je pense qu'en Belgique, comme ailleurs, dans tous les pays occidentaux, on a les mêmes ratios. Alors quand on prend les patients atteints de cancer, ceux qui sont atteints d'insuffisance rénale, de pathologies cardiovasculaires, c'est un problème de santé publique, les maladies chroniques. Dans les entreprises, c'est la même chose. 25% des salariés sont atteints de maladies chroniques. Il y a un poids économique de cette chronicité, et c'est pour cela qu'il va falloir qu'on les regarde différemment. On va parler de l'après-cancer et faire un pas de côté. On sait aujourd'hui que quelqu'un qui a eu un cancer, il a plus de risques d'avoir un deuxième cancer. Ce qu'on sait également, c'est que plus de 2/3 des patients ont, même 5 ans après leur traitement de cancer, de nombreux symptômes très invalidants. Des fois 5 à 6 symptômes qui gênent leur quotidien au possible. Ils ne vivent plus normalement. Si bien qu'il y a un patient sur 2 qui continue à dire que le cancer a détruit sa vie, qu'on n'a pas été assez préparé à l'après-cancer. Donc on a de plus en plus d'études dans tous les pays sur cette problématique d'après-cancer. Les associations de patients s'en saisissent et les systèmes de santé sont au courant. Maintenant, comment on va réagir par rapport à tout ça? Avant tout, avant d'être cancérologue, ce qui est mon cas, on est d'abord médecin. Et c'est quoi la médecine?
c'est l'ensemble des connaissances scientifiques et de tous les moyens qui vont être mis en œuvre pour soulager, prévenir, traiter des maladies, des blessures et des infirmités. Avec des mots, on soigne. Des fois, avec des mots qu'on ne prononce pas, on fait du mal. Donc c'est important que la médecine ne soit pas préemptée par le progrès technique exclusivement et qu'on sache qu'il y a des postures médicales. Il y a une relation médicale avant que ce soit de la technologie. Alors bien sûr, quand on rentre en médecine, on nous cite Voltaire, l'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit. Bon, bien sûr, on n'en est pas là tout le temps, mais c'est intéressant de voir que les concepts ont évolué à une époque où on est envahi par la robotique, l'intelligence artificielle, fort heureusement. Nos problématiques sont toutes les mêmes dans nos consultations et dans nos systèmes. On a des patients qui viennent et qui déposent des plaintes et des besoins immenses, légitimes. Et on a des soignants, souvent des médecins, qui font comme ils peuvent. Des fois, ils sont dans leur bulle. Et en général, le médecin coupe la parole au patient au bout de 23 secondes en moyenne, alors qu'il faut 90 secondes pour exprimer une émotion simple. Quand on regarde en France, on a 1 milliard de consultations médicales chaque année. La moitié, c'est pour gérer les symptômes de maladies chroniques. Ce n'est pas pour faire des diagnostics. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Mais on prescrit des médicaments dans 93% des cas. C'est 40% chez nos voisins aux Pays-Bas. Et ils ne meurent pas plus tôt que nous. Nous, on jette une boîte sur 2 à la poubelle. On jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. C'est un plaidoyer pour passer d'une médecine prescriptive à une médecine intégrative. La transformation, elle doit être pensée. Quand on aime son système, on doit essayer de le transformer. Alors, je parle toujours du système français, mais on peut raisonner par analogie. En Belgique, on a une autre gestion des établissements de santé, mais en France, on a plus de 3000 hôpitaux. 1 million d'infirmières et d'aides-soignantes, dont 40% veulent changer de métier par crise de sens. Plus de 225 000 médecins. Le système de santé fait 300 milliards d'euros. Et malgré tout ça, le système nourrit le mécontentement des usagers. Il est marqué par des tensions financières, des rigidités administratives. Il nourrit aussi le mécontentement des professionnels. On ne pourra pas continuer à allouer de la ressource sans modifier la culture de ce système. Et l'idée, c'est de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Parce que trop de patients s'auto-construisent leur parcours en fonction de leurs ressources, de leurs connaissances, de leurs ressources financières. À nos échelles, on pense que ce n'est pas acceptable. Et la santé, ce n'est pas que l'absence de maladie ou le silence des organes. La santé, elle va se composer de la santé psychologique, de la santé émotionnelle, de la santé sexuelle, de la santé sociale, de la santé environnementale. Ne pas négliger toutes ces dimensions qui sont fondamentales pour arriver à faire vivre des équilibres de vie ou à compenser nos déséquilibres de vie. Et puis la santé, ce n'est pas que l'hôpital, ce n'est pas que les médecins. La santé, c'est aussi les employeurs, les employés, les associations, les académiques, les industriels. Donc il va falloir qu'on pense à une autre manière d'envisager la santé. On est très différenciants. Nos identités, c'est un peu nos expertises. Vous savez, en France, on a 55 spécialités médicales, on en a 17 chez les voisins, pas loin de chez nous. Et on est encore en train d'en créer des spécialités, mais on fabrique des silos. Alors qu'en fait, on a besoin de fédérer, on a besoin de rassembler, on a besoin d'intégrer. Et l'intégration appliquée à la santé, c'est la santé intégrative. À la médecine, c'est la médecine intégrative. Et donc cette médecine intégrative, c'est l'association de ce qu'il y a de mieux dans les médecines dites conventionnelles, on pourrait parler des conventions, et dans les médecines complémentaires, en remettant le patient au centre. L'oncologie a été un fer de lance, l'oncologie intégrative, et je représente aujourd'hui la Société française d'oncologie intégrative. On a tout un tas de disciplines médicales qui s'occupent de patients atteints de maladies chroniques et qui travaillent sur cette santé intégrative. On a eu, le mois dernier, dans Nature, un éditorial sur l'oncologie intégrative. C'est la preuve qu'il y a toute une science autour de cette manière de travailler. En fait, chaque patient, quelle que soit sa maladie, qu'est-ce qu'il veut? Il veut être guéri. Sauf que quand le patient il vous dit « Mais docteur, est-ce que je suis guéri ?» D'abord, c'est quoi la guérison? C'est un état de retour complet à un bien-être physique, mental et social. Le docteur, il peut vous dire que vous n'avez plus de maladie, mais il ne va pas vous dire que vous vous sentez bien socialement ou mentalement. Ce n'est pas un décret
du médecin d'être guéri. Donc si le patient il vous demande est-ce qu'il est guéri, c'est qu'il ne se sent pas guéri, il se sent malade, parce que pour lui, il a une pensée binaire, je suis guéri ou je suis malade. Et finalement, il y a plein de patients qui vont rester malades, même sans maladie, parce qu'on ne les a pas accompagnés vers la guérison. Et donc tout le travail, c'est cet accompagnement à la guérison, cette transformation. Et donc il va falloir s'occuper du soin, mais également du prendre soin. Ce pourquoi beaucoup de patients se tournent vers d'autres médecines, parce qu'ils ne trouvent pas forcément dans la médecine dite conventionnelle ce qu'ils attendent. Et donc ils vont attendre qu'on les considère, qu'on ne les abandonne pas. Il va falloir passer du temps, il va falloir de l'écoute active, il va falloir apprendre à reformuler, il va falloir mobiliser des ressources, les ressources intérieures de chacun, donner des nouveaux outils, et c'est toute une stratégie d'accompagnement en santé qui est le sujet. Alors on va parler de l'Institut Raphaël. C'est un bâtiment qui est à l'ouest de Paris et dans lequel on va cohabiter des acteurs de soins médicaux et paramédicaux. Et on va en parler des sophrologues, sexologues, psychologues, nutritionnistes, acupuncteurs. Finalement, on a 90 soignants de 40 disciplines qui travaillent ensemble, main dans la main, dans des espaces dédiés. Le lieu crée le lien. Et on fait également des activités en dehors de l'Institut Raphaël et on est en train de porter ensemble cette oncologie intégrative. Alors effectivement, au début, on s'occupait des patients qui étaient atteints de cancer pendant et après le traitement. Puis la deuxième année, on s'est occupé des aidants. Puis ensuite, la troisième année, des patients atteints de maladies chroniques. Là, ça fait 6 ans qu'on existe et on vient de commencer à accueillir les enfants malades, donc toute la famille. Et on a pris en charge 5300 patients à qui on a offert gratuitement 95 000 soins évalués. Parce qu'à l'Institut Raphaël, ce qu'on fait, c'est qu'on va co-construire avec tous nos patients des parcours d'accompagnement coordonnés qui vont être orientés vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être et le retour à l'emploi. Et donc on offre gratuitement ces soins et on les évalue pour montrer qu'en s'occupant globalement de quelqu'un, c'est mieux que si on s'occupait que de la maladie. Parce que si on n'offrait pas, et c'est la capacité qu'ont les uns les autres à se financer des soins, on aurait un biais aussi dans l'évaluation. Et nous, ce qu'on aspire à avoir, c'est un système accessible et solidaire. Mais en attendant que la solidarité puisse se mettre en mouvement, il faut qu'on crée de la valeur thérapeutique. Et donc, c'est ce que je vous propose d'aller regarder, comment on a réussi à créer un peu de valeur, et on continue. Alors, je vous donne un exemple. Dans la population normale, il y a 30% des gens qui ont des troubles du sommeil. Chez nous, à l'Institut Raphaël, cette publication sur 900 patients, on montre qu'on a 70% des patients qui ont des troubles du sommeil. Quand vous avez une apnée du sommeil, eh bien on vous met un appareil la nuit. Mais l'insomnie, les troubles d'endormissement, les réveils nocturnes, qu'est-ce que vous faites? Là, on vient de communiquer au Congrès américain une étude où on va mixer, lors d'un parcours d'accompagnement, de la méditation, de la naturopathie, du yoga. On va apprendre ce que c'est que la lumière bleue, les addictions aux écrans. On diminue de 50% les troubles du sommeil et on diminue de 80% la consommation de somnifères. Voilà un exemple. Je vais parler aussi des arts-thérapies. Aujourd'hui, quand on travaille avec du non-dit, eh bien, on fait des arts-thérapies, il y a des arts plastiques, de la musicothérapie, de la danse-thérapie, de la dramathérapie par le théâtre, de l'écriture thérapeutique. Je vous donne l'exemple de la danse-thérapie avec un protocole où chaque semaine, une centaine de patientes ont été vues dans un atelier qui dure 2 heures avec une méthodologie. Et donc, on a réussi à diminuer de 80% les arthralgies et les douleurs articulaires, d'améliorer l'image de soi, de diminuer le stress, de diminuer les troubles du sommeil. Vous savez que quand on donne une hormonothérapie en prescription à nos patientes atteintes de cancer du sein, 40% des patientes ne vont pas prendre cette hormonothérapie parce qu'elles ont peur de grossir, parce qu'elles ont des douleurs articulaires. Donc, quand on montre qu'avec de la danse-thérapie, on améliore la compliance au traitement, et on voit que la danse-thérapie, elle sort du spectre de nos hôpitaux et de nos parcours en santé. Et l'idée, c'est de créer de la valeur pour chaque discipline. C'est des métiers du soin, et on voit leur impact, mais à condition de l'évaluer, à condition de le mesurer. Je donne un autre exemple, c'est un atelier multisensoriel. Alors, on s'est dit que la privation sensorielle génère de la vulnérabilité. Donc, on va travailler sur tous les sens. Donc, quand on était visité, on nous disait, ça, c'est de l'atelier bien-être. Mais en fait, c'est très bien le bien-être, mais il n'y a pas que ça. Et donc là, on a publié dans une revue de marketing avec des chercheurs en expérience patient. Parce qu'on a ici des chercheurs qui font de la recherche qualitative, de la recherche expérientielle. Donc chaque travail mérite d'être évalué, de créer sa valeur.
On a aussi de la recherche sur des médicaments, ici avec des auto-injections de patients versus les injections par les infirmières. Et on travaille sur l'autonomisation du patient. Et ici, un essai, ce qu'on appelle de phase 3 randomisé dans le jargon médical, où on a mené des études sur l'autonomisation du patient. Alors bien sûr, on s'est réunis avec plusieurs pays, la Belgique, l'Espagne, Israël, les États-Unis, et on travaille sur une dynamique internationale. Mais avant toute chose, je dirais que ce qu'on respecte, c'est une démarche scientifique. Parce que selon Claude Bernard, qui est le père de la science, la démarche scientifique, c'est d'abord d'observer, puis ensuite d'émettre des hypothèses, puis d'expérimenter, puis de conclure. Finalement, dans le débat contradictoire politique aujourd'hui, on a les pour, on a les contre. Alors ceux qui sont pour, parfois, ils formulent une hypothèse et ils vont directement à la conclusion, sans expérimenter. Et ceux qui sont contre, ils sont contre d'emblée, quelles que soient les modalités d'expérimentation, qui des fois ont déjà existé, et ils ne le savent pas, et qui des fois n'ont pas encore été réalisées. Mais on est contre par principe. Et en fait, on est sorti du débat scientifique, et on a un débat de culture, entre je suis pour les médecines complémentaires, je suis contre les médecines complémentaires. Alors du coup, on va les appeler les médecines alternatives, qui peuvent d'ailleurs se substituer si elles sont alternatives, ou les pratiques non conventionnelles qui sortent de la convention, qui ne sont pas des médecines. Donc on a une bagarre sémantique et on met à peu près tout dans le même panier, entre magnétiseurs, naturopathes, acupuncteurs, sophrologues, etc. À partir du moment où ce n'est pas promu par une industrie du médicament qui est vertueuse et qui nous donne des outils, on se retrouve en difficulté. Alors on sait aujourd'hui que grâce à la médecine moderne, on a augmenté la quantité de vie, l'espérance de vie. 86 ans pour les femmes, 80 ans pour les hommes. Mais on n'a pas augmenté l'espérance de vie en bonne santé qui reste à 64 ans. Donc on fabrique des patients, des corps de patients atteints de maladies chroniques. Et pour bien s'en occuper, il va falloir qu'on travaille autrement. J'ai envie de vous citer ici les travaux de la société américaine, la SIO, d'oncologie intégrative, qui a publié avec l'ASCO, la société de cancérologie, des recommandations. Et quand vous voyez ici, on a des niveaux de preuve sur le yoga, l'aromathérapie inhalée, la méditation pleine conscience, l'hypnose. C'est important de se dire que ces études n'ont pas franchi les barrières de certains pays, comme s'il y avait des sciences différentes. Donc l'objet aujourd'hui, c'est un travail culturel à faire pour accepter les médecines complémentaires, bien sûr mener des études locales, mais ne pas oublier qu'on a des méta-analyses qui ont montré que la méditation diminuait de 30% l'anxiété, de 25% la dépression à 8 semaines. Qu'aujourd'hui, quand tu regardes l'acupuncture, alors bien sûr, on ne va pas traiter un cancer avec l'acupuncture, mais on a une méta-analyse avec 29 études randomisées qui montrent qu'on soulageait la douleur liée au cancer et liée au traitement. Donc on ne peut pas jeter à la poubelle les disciplines. On ne peut pas dire qu'une discipline est bonne ou moins bonne. C'est l'usage qu'on en fait qui est important. Ce n'est pas la discipline qui est bonne ou pas bonne. Et donc il va falloir travailler sur les usages, sur le travailler ensemble autour d'un parcours santé. Et puis il n'y a pas que du bien-être, quand bien même ce serait génial. Regardez cette étude qui a été publiée dans le JCO, c'est le plus grand journal de cancérologie, où en fait des patientes qui ont un cancer du sein, on va leur faire une chimiothérapie puis les opérer, ou bien une chimiothérapie avec un régime alimentaire adapté et une activité physique adaptée, et ensuite on les opère. Alors on ne va pas chercher dans une alimentation magique, on mange des fruits et légumes, des fibres, consommation de viande régulée, on fait du sport. Eh bien vous voyez que sur la pièce opératoire, quand on opère le sein, on passe de 28 à 53% de réponse complète histologique, et ceci est significatif. On n'a pas changé grand-chose, si ce n'est que l'activité physique adaptée et la manière de se nourrir. Donc on parle de l'efficacité antitumorale d'un accompagnement adapté. Et je pourrais continuer comme ça pendant longtemps, puisque quand on regarde depuis 1990 en cancérologie, quand on regarde la fatigue, la douleur, la dépression, on a 350 études randomisées de phase 3, une cinquantaine de méta-analyses. Ce n'est pas le jargon que tout le monde utilise, mais on a des vrais niveaux de preuve. Et voilà la réflexologie plantaire que moi je n'ai pas appris, que je n'ai jamais pratiqué, mais on a des réflexologues chez nous. On voit aussi pareil des méta-analyses, un bénéfice sur la dépression, un bénéfice sur l'anxiété. Et on peut parler de la méditation pleine conscience. Et donc c'est une invitation à pas créditer toutes les médecines complémentaires a priori, mais à aller se renseigner, à développer un socle de connaissances nouvelles. Et quand on regarde, 40% des cancers sont évitables. 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables, même si nous, on a moins de 3% de nos budgets alloués à la prévention. Si on travaille sur l'alcool, le tabac, la sédentarité, le surpoids.
Donc c'est important d'agir en amont. La santé aujourd'hui, ce n'est pas que l'hôpital qui traite la maladie. Ça va de la prévention à la réhabilitation. Et quand on regarde les études, parce qu'on en a, vous voyez les vétérans américains, 260 000 vétérans américains qui ont été surveillés. Là, dans cette étude, on regarde, suivant si vous fumez ou pas, l'activité physique, si vous buvez de l'alcool, si vous consommez des drogues ou des morphiniques, la qualité du sommeil, l'anxiété, la vie sociale. Si à 40 ans, vous n'avez aucun de ces facteurs de risque, vous avez 24 ans d'espérance de vie en plus. Et pour chaque facteur de risque, vous allez avoir une espérance de vie moindre. Donc on voit que la médecine environnementale, la médecine des comportements, c'est une nouvelle façon d'appréhender la santé. Donc on n'est pas que dans la gestion de maladies, et donc il va falloir élargir notre spectre. Et pour les plus sceptiques, quand on parle de médico-économie, alors on a une étude McKinsey qui a montré que si on diminuait le fardeau des décès, des maladies évitables, les décès prématurés chez les moins de 70 ans, donc on parle de décès évitables, de 32% d'ici 2040, on gagnerait 10% de produit intérieur brut. C'est donc des centaines de milliards d'euros d'économies en créant de la valeur santé. C'est un vrai programme parce qu'avec ça, vous arrêtez d'embêter les retraités, la défense et l'éducation nationale. Si vous mettez 1 euro en santé, c'est 2 à 4 euros de gain à 10 ans. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Donc on a une économie de la santé à repenser. Et puis quand on parle des maladies chroniques, à partir du moment où on crée des cohortes de dizaines de millions de patients atteints de maladies chroniques, il va falloir la regarder autrement. On aime bien citer notre maître Georges Canguilhem, qui disait que la maladie, c'est pas une fatalité, c'est une variation sur la dimension de la santé. Donc il y a une autre appréhension culturelle de la maladie aujourd'hui. Je voudrais qu'on donne un peu la parole à nos patients. Mais avant toute chose, parler de la posture. Pour aider un patient qui a un cancer aujourd'hui, il ne faut pas simplement avoir son ordonnancier et donner des médicaments complexes. Il faut identifier les croyances de chaque patient, ses peurs, ses espoirs. Notre métier, c'est de gérer l'incertitude en donnant de l'espoir. Quelles expériences passées avec les médecines complémentaires? Quels traitements ont été réalisés jusque-là? Quelles ont été leurs toxicités, leur impact sur la qualité de vie? Quels sont ses penchants spirituels? Ce n'est pas un gros mot. On peut rester laïque soi-même et écouter les penchants spirituels du patient qu'on a en face de nous. Patient qui parle ou pas de sa mort, qui parle ou pas de sa vie et de sa fin de vie. Quel soutien il va recevoir de la part de ses proches, de son entourage. Et puis, parfois les patients sont méfiants, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont en colère, parce qu'ils ont perdu le contrôle qu'ils croyaient avoir sur leur santé. Et ils ont eux-mêmes une représentation mentale des différents traitements. Ils font partie de communautés sociales. Il y en a qui ont un certain mysticisme. Est-ce que notre travail, c'est de faire la prescription de médicaments ou d'entrer en lien avec le patient et de travailler sur sa santé globale? Donc les questions sont posées. J'ai envie de faire un appel pour dire que ce n'est pas parce qu'on aime le mouvement de santé intégrative qu'on va forcément s'intégrer au parcours patient ou intégrer les autres. Il y en a beaucoup pour qui c'est une dimension marketing. Et donc il faut qu'on s'astreigne à avoir une dimension d'intégration avec une vision de la santé, la sécurité des parcours patients, la régulation des formations, la scientifisation des approches, mais l'acceptation des croyances et l'organisation du travail, du travailler ensemble. Je donne la parole aux patients et je vous montre un film de quelques minutes sur l'Institut Raphaël. On ne peut pas revenir à la vie d'avant parce qu'on a été transformé, mais c'est une nouvelle vie qui commence. L'Institut Raphaël, pour moi, c'est la maison du bonheur. C'est là où on retrouve le sourire. Depuis que j'ai croisé la route de l'Institut Raphaël, c'est comme si j'étais née une deuxième fois. J'adore. Avec le cancer, on parle de rémission. Mais là, en plus de la rémission, on se régénère, quoi. On trouve plus de force. Les gens découvrent qu'ils ont envie de vivre, qu'ils aiment la vie et que les autres sont indispensables aussi. L'Institut Raphaël m'a fait prendre conscience que la vie valait vraiment la peine d'être vécue et qu'il fallait se battre tous les jours, jamais rien lâcher, garder la pêche, s'appuyer sur les gens qui nous entourent. L'après-cancer est parfois plus difficile que pendant. Il y a beaucoup d'angoisse, de peur qui remontent. Ah, l'Institut Raphaël, c'est merci d'exister, quoi. C'est énorme.
Oui, c'est dur d'être malade, mais d'avoir cet accompagnement-là hyper fort et touchant autour de nous, clairement, on n'a pas envie de lâcher, quoi. Donc ça nous aide, vraiment. Et puis à se projeter peut-être pour après, quoi. C'est ce qui m'a permis de reprendre confiance en moi, de rencontrer plein de monde et ne pas être centrée sur la maladie que la maladie. Le fait d'être porté par un objectif, d'y aller ensemble, en équipe, de se dépasser. Et ça, c'est important de bénéficier de toutes ces infrastructures, puis d'arriver à avoir ces espaces bienveillants pour que chacun, sur ce ring, arrive à combattre sa maladie comme il arrive à dépasser ses objectifs. Ça m'a permis de retrouver, entre guillemets, goût à la vie, quoi. On peut relever tous les défis avec les patients et pour nous, ça nous donne encore plus d'espoir avec cette maladie pour pouvoir continuer à la combattre et la combattre avec beaucoup de force. Je remercie le ciel, mon étoile, voilà, de m'avoir amené jusqu'à cet institut. Ces moments-là, ça m'est devenu indispensable. Donc je le fais avec plaisir. Quand on arrive à Raphaël, on est au centre du truc. C'est une super expérience. Je ne me suis pas sentie malade. Je pleure en cachette, mais voilà. Mais après, il faut être forte et solide, oui, oui. Là, on est dans la vraie bagarre mentale. L'énergie vitale, toujours, la résilience. Bienvenue à l'Institut Raphaël, c'est chez nous. Voilà, donc on a terminé la phase avec le support visuel pour laisser la place à la discussion, aux questions, pour que ça reste interactif, parce que la vie de chacun compte. Et c'est ensemble, effectivement, qu'on va transformer la santé. Donc, je voulais vous poser la première question. Vous avez mentionné que le pourcentage de patients qui bénéficiaient aujourd'hui des soins complémentaires, si je ne me trompe pas, était de 46%. Est-ce que vous voyez une tendance à la hausse? Et comment est-ce qu'on pourrait faire pour l'augmenter? Alors, il y a eu plusieurs études là-dessus. Ça va de 15 à 80%. Ça dépend des pays, ça dépend des périodes. Il y a une tendance à la hausse dans tous les pays. D'abord, la première histoire, c'est le besoin et la demande qui est important. Ensuite, effectivement, avec les nouveaux traitements, les maladies durent de plus en plus longtemps. On est vraiment sur des maladies chroniques. Et les traitements, du coup, génèrent des effets secondaires. Et les patients ont des besoins et des besoins qui ne sont pas couverts. Donc, il faut améliorer, bien sûr, l'offre de soins et également la capacité à financer ces soins. Parce que tout le monde n'a pas cette capacité. Donc, il faut des nouveaux modèles économiques. Et il faut arriver à créer de la valeur pour arriver à, effectivement, libérer ces économies pour que les patients puissent être accompagnés. On a une demande importante et beaucoup de patients qui choisissent d'aller en plus se faire accompagner sans qu'il y ait forcément de lieux structurés, de réseaux structurés. À notre sens, c'est moins bien, même si c'est utile, mais effectivement, parce que la cohérence dans le discours entre des membres d'une équipe qui parlent le même langage, c'est très important pour assurer la sécurité. C'est vrai que s'il y en a un qui te dit « il faut faire comme ça pour bien dormir » et l'autre il te dit « finalement c'est n'importe quoi, il faut faire autrement », le patient il peut être perdu en multipliant les intervenants s'ils ne travaillent pas forcément ensemble main dans la main. Au niveau du patient, je suppose que durant tout son parcours, il est suivi par un oncologue qui définit avec lui des soins de santé, des soins complémentaires en fonction d'indications, en fonction d'effets secondaires. J'ai envie de dire heureusement que ce n'est pas à l'oncologue de décider des besoins du patient. Je sais qu'il y a des systèmes où on donne tout le pouvoir au médical, et c'est très bien théoriquement, mais pratiquement c'est nul. Parce que si on n'a pas le temps de parler au patient, imaginez rentrer dans sa vie. Quand vous dites à quelqu'un est-ce que ça va, des fois il va vous dire oui, oui. Et si vous lui parlez 3 minutes, vous allez voir il y a 50% des gens déprimés. Alors si vous parlez 10 minutes, il y a 80% avec des troubles sexuels. Mais on ne les écoute pas les gens. Donc ici on a décidé d'avoir des coordinatrices de parcours.
Et on a même d'ailleurs fondé une chaire académique au Conservatoire national des arts et métiers. Et on a monté un diplôme universitaire de coordinateur parcours santé en santé intégrative pour avoir des compétences et des connaissances. Donc c'est de vrais tuteurs de résilience qui vont co-construire avec le patient, qui vont faire découvrir des disciplines, on va se fixer des objectifs. Ensuite, on a des évaluations à mi-parcours, en fin de parcours. Donc il y a un accompagnement et chaque patient a sa coordinatrice. Est-ce que vous parlez de formation? Est-ce que vous voyez des formations au niveau des oncologues, formation au niveau des praticiens? Est-ce qu'il y a une formation, des accréditations qui sont en cours? D'abord, l'objectif, c'est la transformation de notre système. Et pour la transformation, il faut la formation. Donc vous avez des formations médicales, effectivement, ce que vous avez dit. Alors les médecins spécialistes, les oncologues, mais comme les spécialistes d'organes, mais également les médecins généralistes. Donc il faut que toute la médecine se forme. On a un collège universitaire de médecine intégrative et complémentaire qui travaille dessus. On a même une question pour être nommé médecin en France, ce qu'on appelle une question d'internat, qui est médecine intégrative. Donc on travaille sur les formations. Maintenant, on va aussi travailler sur une spécialisation en médecine intégrative pour beaucoup de disciplines. Ensuite, on a tous les acteurs non médicaux. Alors, les acteurs entre guillemets reconnus, qui ont accès à l'hôpital plus facilement, comme les infirmières, les aides-soignantes, les kinésithérapeutes, etc. Et les acteurs non paramédicaux entre guillemets classiques, mais qui sont indispensables, les art-thérapeutes, les sophrologues, les ostéopathes, etc. Les naturopathes, encore faut-il que ce soit une formation sérieuse. Donc il faut réguler les formations, arriver à y avoir une posture de soignant. L'idée n'est pas uniquement de détenir des outils techniques ou ses savoirs, parce qu'arriver à avoir une posture, à travailler en équipe, c'est fondamental. Donc les médecins, les paramédicaux, mais aussi les patients. Vous savez qu'on a une université des patients, on a des formations diplômantes, alors pour certains c'est des patients experts, pour d'autres c'est des patients partenaires, mais le patient qui transforme son expérience de maladie en expertise, il est meilleur. Celui qui connaît la maladie et pas uniquement sa maladie, il fait de son expérience une force. Et du coup, il va retourner dans la vie entre guillemets ordinaire, mais avec plus de robustesse, et pas uniquement des cicatrices. Et donc, que ce soit les médecins, les soignants, médicaux, paramédicaux, que ce soit les professionnels administratifs aussi, pour imaginer des systèmes différents, les patients. Donc la formation, elle est à tous les niveaux. Et puis on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on a un diplôme, on va exercer la médecine de la même façon tout le temps. Vous avez un médicament qui arrive, qui est génial, qui vous guérit une maladie quasiment, ou qui vous fait vivre 20 ans avec une maladie qui devait, entre guillemets, vous tuer rapidement, mais disons que ça donne de l'acné. Ben vous devez vous transformer et savoir gérer l'acné. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait de dermatologie qu'on ne va pas se mettre à jour pour gérer les effets secondaires des médicaments qu'on prescrit. Donc en fait, c'est toute une façon de penser la formation. Elle est structurante, elle est indispensable. Est-ce que vous avez également formation des patients pour une certaine autonomisation des patients face à l'oncologie intégrative? L'autonomisation est importante parce que, bon, on sait qu'il y a une asymétrie dans la relation médecin-patient. Le patient, il dépose beaucoup plus de choses sur la table que son médecin ou son soignant en général. Il est important de redonner au patient la capacité à être lui-même, qu'il ne soit pas soumis, le patient, à la peur de rechute, qui est tout à fait naturelle. Mais soit on va l'aider à ne pas avoir peur, soit on va le soumettre, et finalement, même quand il ne sera plus malade, il restera le patient. Il restera le fragile, il restera le vulnérable. Il faut qu'on lui donne la capacité à être lui-même, qu'on le renforce, pour qu'il puisse à nouveau refaire des projets, se réapproprier son corps, se réapproprier son destin, avec de l'espoir. Donc il y a toute une thérapie sentimentale autour de la gestion émotionnelle de chaque patient qui est indispensable. D'ailleurs, on voit, quand un patient vient nous voir avec son taux de PSA, sa prise de sang, un an après qu'il ait été traité d'un cancer de la prostate, la solidarité a déjà payé le biologiste et l'algorithme. Pourquoi elle va rembourser notre consultation? Quand une dame vient nous voir l'année d'après le traitement d'un cancer du sein avec sa mammographie, on a déjà remboursé la mammographie. Pourquoi elle vient nous voir en consultation et la solidarité rembourse? Parce qu'en fait, on traite le risque et la perception du risque. On traite la peur de rechute aussi. Sauf que la plupart des consultations médicales, elles foutent les jetons. Parce qu'on ne parle pas correctement aux patients. Quand vous dites à un patient « n'ayez pas peur », c'est pas pareil que si vous dites « soyez rassurés ».
Le cerveau n'entend pas la négation. Donc en termes de communication thérapeutique, en termes de gestion de la relation soignant-soigné, on doit faire des efforts et réinstaller le patient au centre du système. Merci. On me demande également, oui, comment intégrer davantage cette approche de soins support dans le parcours de soins et quelle évaluation clinique sur quel type de nomenclature? Voilà, on a toutes les questions importantes. Comment l'intégrer? Il faut y penser. Donc il y a une histoire culturelle. Ensuite, il faut avoir une offre à disposition. Vous ne pouvez pas intégrer de la sophrologie et les exercices de respiration pour la relaxation. Vous ne pouvez pas intégrer de l'hypnose pour diminuer le tabagisme si vous n'avez pas d'hypnothérapeute ou de sophrologue formé. Ensuite, il faut que l'hypnothérapeute et le sophrologue sachent comment vous travaillez, donc vous les intégrez, mais eux doivent vous intégrer. Et donc, il y a un temps de rapprochement. Et ensuite, par les nomenclatures, mais effectivement, il y a des modèles économiques à fabriquer, à inventer. Pour ça, complète pour une logique de financement au parcours aussi. Parce que les gens vont avoir des besoins différents. Pour certains, c'est des troubles d'image corporelle. On va beaucoup travailler en oncoesthétique, en psychothérapie, en danse-thérapie, en activité d'art-thérapie. Pour d'autres, c'est beaucoup de diététique et de renforcement musculaire. En fait, on a tous d'infinis besoins et l'idée, c'est que nos équilibres, on va les piocher dans toutes ces thématiques. Donc, faire travailler des équipes avec des modèles de financement au parcours, avec un bénéfice qu'on en attend et donc une valeur qui sera attribuée au financement de la qualité. Parce qu'aujourd'hui, on finance la quantité, on finance l'acte. Donc, on a besoin de changer notre modèle de financement des accompagnements des patients atteints de maladies chroniques. Au niveau des preuves cliniques, vous avez présenté les différents articles, comme dans le Nature, publié par MD Anderson. Selon vous, quelles sont les nouvelles avancées ou innovations dans le domaine de l'oncologie intégrative qui vous semblent les plus prometteuses? En fait, je voudrais moi me méfier de l'étiquetage des disciplines, en disant tiens, ça c'est à la mode, il faut envoyer tous les patients faire ça. Tiens, la méditation pleine conscience, c'est top, tous les patients doivent en avoir. Vous allez avoir des portes d'entrée dans chaque patient un peu différentes. Mais je vous raconte une histoire. C'est un monsieur de 75 ans qui avait une dépression traitée par des médicaments depuis 50 ans. Et on a la psychologue qui en plus a beaucoup travaillé sur la clinique du trauma, s'est dit je vais lui faire de l'EMDR. Elle est très bonne en EMDR et ça nous semblait à tous génial. Vous savez, nous on travaille avec des réunions de concertation transdisciplinaires obligatoires où tout le monde doit participer pour travailler ensemble, être synergique. Et donc ça ne marchait pas. Ensuite, l'hypnothérapeute s'est dit moi je vais essayer, etc. Ça ne marchait pas. Et puis l'art-thérapeute a dit envoyez-le-moi. Et donc on envoie le patient en art-thérapie et puis le patient il ressort et il pleure. Il pleure pendant 2 jours. Alors je dis à l'art-thérapeute mais qu'est-ce que tu lui as fait? Elle me dit mais rien. Je dis non mais qu'est-ce que tu lui as fait? Rien. Donc je vais voir le patient, je lui dis vous avez fait quoi en fait? En fait on faisait un collage, elle m'a dit de fermer la porte, de jeter la clé. Puis je me suis rappelé que j'étais un enfant caché, que ma mère m'avait dit de garder le secret, de le fermer à double tour et de jeter la clé. Et donc le gars, il a finalement vomi un traumatisme de 50 ans. Et après, il était très bien. Donc on attendait à ce que le MDR gère le traumatisme, et c'est finalement l'art-thérapie qui l'a géré. Et c'est pareil tout le temps. Il faut avoir l'humilité de ces incertitudes quand on est un soignant. Et puis chacun pioche chez les autres. Vous savez, depuis qu'on a les art-thérapies, on voit de plus en plus de viols, violences conjugales, inceste. Donc bien sûr, quand il y a un inceste, la kiné, la sophrologue et la diététicienne, elles n'ont jamais travaillé ensemble. Comment elles apprennent à communiquer ensemble, à travailler ensemble? Elles n'ont pas le même langage, elles n'ont pas eu de terrain de stage ensemble. Nous, en médecine, quand il y a un infarctus, une occlusion intestinale, on a tous fait des gardes aux urgences. Donc on a un langage commun. Mais il faut avoir aussi une approche. Il n'y a pas que la formation théorique, il y a aussi des lieux pratiques où on travaille ensemble, où on apprend aux gens à travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'on va créer des réseaux robustes. Et tout le monde en a besoin à grande échelle. On me demande également quelles mesures pourraient renforcer la base des preuves en oncologie intégrative. Le financement, vous savez, de la recherche, parce qu'en fait, quand j'ai un super médicament que je prescris en cancérologie, souvent, son développement sur 8 ans a coûté à l'industrie 500 millions d'euros, 800 millions d'euros. C'est colossal. Arriver à trouver 50 ou 100 000 euros pour mener une étude simple,
avec une intervention non médicamenteuse. Il n'y a pas d'industrie qui en fait la promotion, il n'y a pas de modèle économique qui permet de la vendre. Donc on a du mal à avoir des budgets pour monter des recherches. Et ça, même quand vous avez des budgets pour monter des recherches, vous avez aussi des attitudes assez dogmatiques de gens qui sont contre a priori dans nos systèmes. Donc il faut enseigner, il faut modéliser de la recherche, il faut des budgets pour travailler. Il faut intégrer tout ça à l'existant. Vous voyez des points où la recherche est plus nécessaire dans certains domaines ou, Recherche, et puis mes excuses, il y a eu un petit bug. Vous m'avez dit pardon? Je dis quel type d'études ou de recherche serait le plus nécessaire dans quel domaine? Alors vous avez des recherches qui sont quantitatives et des recherches qualitatives. Tout est nécessaire. Ensuite, dans toutes les disciplines, on doit pouvoir évaluer les choses. Je parlais de l'acupuncture, de la sophrologie, de l'ostéopathie, de la naturopathie, de l'hypnose, etc. Pourquoi voter pour l'un et pas pour l'autre? La question, c'est quelles sont les bonnes indications pour ci ou ça? Quand on travaille aujourd'hui sur la peur de rechute a une sémiologie. Les évitements cognitifs s'empêchent de penser certaines choses, les évitements comportementaux, l'hypervigilance, le sentiment d'insécurité, l'anticipation dramatisée des événements. Il y a beaucoup de soignants qui ont envie de travailler sur la peur de rechute et qui rentrent dans ces processus d'évaluation. Alors certains vont y aller avec des outils de respiration, d'autres de représentation mentale en hypnose, d'autres de psychothérapie avec des thérapies cognitivo-comportementales. Donc le sujet, c'est pas d'attribuer des bons points ou de créer des chasses gardées. C'est d'arriver à regarder le patient, ses croyances, les outils, les projections, ce qui est efficace, et à fabriquer un parcours cohérent. Et puis des fois, vous allez tenir la main à quelqu'un et votre présence et votre intention va faire beaucoup plus que la technique du suivant qui est le super expert et qui se croit l'être. Une autre question, plus sur le financement. On me demande comment l'Institut Raphael est financé. Est-ce que vous avez des subsides? Il n'y a pas de subvention d'État. On est en quête naturellement d'aide et de dons, le fundraising, mais le fundraising ne suffit pas à notre échelle. Donc on est en train d'essayer de créer des partenariats avec des industries vertueuses qui ont une responsabilité sociétale et environnementale. On a un centre de formation qui appartient à l'association, donc qui forme et qui essaye d'avoir des subsides aussi pour fabriquer des soins et les évaluer. Donc on est un modèle précaire en fait parce qu'on a 6 ans, mais on n'est pas pérenne, on n'a pas de structure financière stabilisée. Mais bon, comme dans beaucoup d'entreprises sociales, on doit se réinventer en permanence. Donc c'est moins simple que si on était un établissement de santé et que si on posait des perfusions avec une nomenclature pour ça. On me demande au niveau international, quelles sont les autres structures proposant ce type de service? Est-ce que ça existe? Et est-ce que c'est le même modèle de support? Des dynamiques en oncologie intégrative, en santé intégrative. Bon, aux États-Unis, on a beaucoup d'assurances qui se sont mis ici et là en fonction des preuves à valoriser des paniers de soins, avec une vraie économie de système, mais ce n'est pas encore non plus légion. Voilà, il y a d'autres pays, comme en Israël, ils ont leur modèle, il y a une vingtaine d'hôpitaux allemands, il y a Hong Kong et Singapour qui font comme ci, il y a les Italiens qui travaillent comme ça. Donc chacun essaye. En Belgique, on a une bonne dynamique intellectuelle, comme en Suisse. C'est vraiment 2 leaders, la Belgique et la Suisse. Maintenant, il n'y a toujours pas de financiarisation et il y a pas mal d'initiatives qui existent. On en connaît certaines. Donc je pense que c'est une histoire culturelle et qu'après, il va falloir des finances publiques aussi pour faire des développements en la matière. Vous parliez tout à l'heure des oncologues et vous disiez il y a des oncologues qui sont pour, d'autres qui sont contre, c'est souvent culturel. Comment est-ce que vous voyez l'approche des hôpitaux? Est-ce qu'on entend que les hôpitaux veulent augmenter l'expérience patient, veulent se focaliser sur la qualité de vie des patients? Sûr, alors tout le monde va l'afficher parce que c'est un peu clientéliste et puis c'est la logique. Comme une entreprise s'occupe de ses clients, un hôpital doit s'occuper de ses patients. Mais après, c'est quels moyens on affecte pour faire vivre des expériences différentes. Alors ça peut être du marketing olfactif et des bonnes odeurs dans les salles d'attente. Ça peut être de bien décorer les pièces, mais ça peut être aussi des programmes d'accompagnement de patients atteints de maladies chroniques. Il n'y a pas encore cette culture prévention. Je ne suis pas sûr que l'hôpital soit le meilleur acteur.
de la santé. L'hôpital, c'est beaucoup de la gestion de maladies, mais j'attendrai pas de l'hôpital qu'il soit un grand acteur de la santé. On me demande si la science participative vous paraît-elle un moyen de développer des collaborations avec la société civile et de travailler sur des nouveaux modèles économiques. Bien sûr. Alors vous savez, moi je m'occupe d'un centre de radiothérapie, donc c'est des organisations de plateaux techniques où on a une gestion très pyramidale. À l'Institut Raphaël aujourd'hui, c'est beaucoup d'intelligence collective. Donc comment faire participer les uns les autres, on crée une humanisation des process, on se détache finalement d'une certaine forme de quantification. Donc il faut inventer des modèles managériaux, comme il faut inventer des modèles de travailler ensemble, de nouveaux réseaux qui dépassent les établissements. Il faut réinventer notre santé et nos modèles de financement. On ne peut pas s'enfermer dans la gestion de la maladie avec les prix que ça coûte, c'est jamais suffisant. Et le patient surtout, il n'y trouve pas son compte. Il faut qu'on traite sa maladie, mais c'est une partie de son problème. C'est sûr que tu as traité la maladie, mais tu ne peux pas retourner travailler, ou tu as un problème avec tes enfants, ou des problèmes de couple, ou bien qu'il y a des traumatismes résurgents, ou un deuil qui n'est pas fait, qui se réactive. Bon, on ne pourra pas se satisfaire uniquement qu'avec le traitement d'une maladie. On me demande également, est-ce que la médecine intégrative est la médecine d'aujourd'hui complémentée par les interventions non médicamenteuses? Oui, ben alors moi j'en suis convaincu. Je crois qu'aujourd'hui, c'est les complémentarités qui font le meilleur. Bon, regardez en cancérologie, bon, tous les jours, on met en place des stratégies pour les patients. Et par exemple, ce matin, une femme de 45 ans avec un cancer dans le rectum, pour éviter la rechute, avant de faire sa chirurgie, on va faire des rayons, un peu de chimiothérapie, pour éviter les métastases, pour éviter la rechute locale, puis une chirurgie, où on va conserver les sphincters. Et donc finalement, c'est la collaboration, la complémentarité des disciplines qui va être notre sujet médicalement. Ben, de la même façon, cette femme-là qui a des troubles du transit et des diarrhées, ben, elle va voir la naturopathe, elle va suivre un régime alimentaire, on va la remettre au sport, comme ça elle va faire du muscle, on va l'accompagner retour à l'emploi, l'image de soi, on va travailler sur des soins de peau, et puis c'est tout ça qui va faire qu'elle va se sentir en bonne santé et qu'elle va se sentir guérie. On me demande s'il existe de nouveaux métiers en santé intégrative. Par exemple, la coordination de parcours santé dont je parlais. C'est sûr que l'idée, c'est pas d'amener un patient du point A au point B. L'idée, c'est de dire comment le patient qui est stressé, il va découvrir telle et telle discipline. Comment chaque discipline va prendre en charge ce stress, va travailler ensemble. Quel est l'impact sur le patient? Si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, comment on va rectifier le tir? Donc c'est une coordination, gestion, accompagnement qui est en soi un métier thérapeutique. C'est une coordination thérapeutique, ce n'est pas simplement un adressage qui peut être remplacé par un logiciel. Voilà. Et peut-être en conclusion, ce que vous préconiseriez pour essayer de diminuer les barrières à l'adoption de l'oncologie intégrative? Ouais, alors je pense qu'il faut c'est un travail politique, donc il faut que chacun fasse l'effort d'en parler et d'essayer d'amener ce sujet sur toutes les tables. Bon, ensuite, il y a le travail culturel, donc il faut cultiver, essaimer les valeurs, les promouvoir, organiser des événements, des webinars comme vous le faites, faire entrer dans les facultés, dans les écoles, ensuite travailler sur la recherche, parce qu'il faut on fabrique des nouveaux savoirs, c'est très important. Ensuite, trouver des finances, donc ici et là, que ce soit par les associations, les fondations, travailler avec les pouvoirs publics, les modèles d'expérimentation, et puis travailler main dans la main, complémentarité avec les soignants existants, ne pas s'inscrire en substitution. Parce que sinon, on va avoir des conflits de culture, c'est pas payant et ça ne sert pas à grand-chose. Ce ne sera pas plus efficace. Ben voilà, nous sommes arrivés au bout des questions. Je vous remercie beaucoup pour votre discours inspirant et pour mieux comprendre l'oncologie intégrative et ses résultats cliniques et ses résultats sur la qualité de vie des patients. Merci pour eux. Voilà, on arrive à la fin du webinaire. Le prochain webinaire s'organisera au mois de février. Et je vous attends encore très nombreux. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Nous les relayerons et je suis sûre que le docteur Toledano se fera un plaisir de vous répondre.
Merci beaucoup, docteur. Merci. Au revoir.